Bonjour et bienvenue dans Panoramique, le podcast des chirurgiens dentistes de France. Objectif, nourrir votre réflexion sur des sujets au cœur des enjeux de la profession, avec au micro des praticiens et des experts, sans oublier de balayer l'actu dentaire. Au programme de ce deuxième épisode, la formation initiale. Est-elle encore au niveau aujourd'hui ? Longtemps réputée d'excellence, l'odontologie française brille aujourd'hui par son absence dans les différents classements internationaux publiés chaque année, faut-il s'en étonner ? La réforme des premiers et troisième cycles des études médicales est-elle à la hauteur des enjeux ? Et surtout, parlons gros sous, le budget est-il au rendez-vous pour assurer de bonnes conditions d'enseignement ? Des sujets clés alors que de nouvelles facs dentaires viennent d'ouvrir leurs portes à Caen, Rouen, Tours, Dijon ou encore Besançon. Je suis Renaud Degas, journaliste santé. Face à moi au micro, pour faire le point sans langue de bois, le professeur Vianney Descroix, doyen de l'UFR d'odontologie de l'Université Paris-Cité. Bonjour professeur. Bonjour Renaud. Avec nous également Marco Masvet, délégué général des CDF. Marco, vous êtes aussi chirurgien dentiste, chercheur en santé publique et investi sur les problématiques universitaires. Vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse d'exercice en 2016 sur l'évaluation de la pratique clinique dans le cursus des études en odontologie au sein de l'Union européenne. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, une première question. Pourquoi un syndicat comme les CDF s'intéresse-t-il à la formation initiale des chirurgiens dentistes ? Est-ce vraiment un enjeu important pour vous ? Alors oui, absolument, c'est un sujet central, tant l'impact que peut avoir la formation initiale sur tous les autres sujets de la profession est important. Ça a un impact effectivement sur la démographie, sur le futur professionnel de santé que l'on représentera par la suite sur la formation continue. On dit souvent que la formation initiale est un permis pour apprendre. Et donc, nous sommes particulièrement attentifs à toutes les réformes qu'il peut y avoir sur cette formation initiale, même si on intervient rarement dans les programmes pédagogiques, sauf quand on nous demande notre avis. On estime que la formation initiale va produire des professionnels de santé qui ensuite devront répondre à des besoins de soins sur lesquels on essaie de travailler tant à l'échelle nationale qu'internationale. Vianney Descroix, en 2022, de nouvelles facs et antennes ont été créées à Caen, Rouen, Tours, Dijon et Besançon. Que pensez-vous de ces nouvelles structures créées en quelques mois ? Merci de cette question. Merci aussi au CDF pour cette invitation à participer à ce podcast sur la formation initiale. Je trouve très symbolique et emblématique que vous commenciez avec cette question sur les nouveaux départements qui ont été créés. Quand on veut parler de la formation initiale, on ne doit pas oublier une chose, c'est que toutes les questions qui ont trait à l'éducation, à l'enseignement, sont des questions éminemment politiques. Et la création de nouvelles structures, comme vous dites, n'est pas un terme consacré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Une structure universitaire n'existe pas. Il y a des unités de formation et de recherche. Il y a peut-être des départements. Les mots sont importants parce qu'ils vont consacrer l'activité que l'on va faire au sein de ces nouvelles facultés, de ces nouveaux départements. Alors, moi, je suis un serviteur de l'État. Ça fait 20 ans que je suis fonctionnaire pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Je n'ai pas de jugement à avoir sur des décisions qui, encore une fois, sont des décisions politiques. Marco l'a déjà dit, nous sommes face à une problématique majeure en termes de démographie médicale. Il était tout à fait naturel que ces grandes villes, vous les avez citées, qui sont déjà des grands pôles universitaires, et eux aussi, leur faculté ou leur département d'odontologie. Pour vous, ça veut dire qu'elles ont été créées au bon endroit ? Elles ont été créées au bon endroit, à la fois dans des pôles universitaires d'enseignement et de recherche, et également dans des métropoles qui avaient besoin de recruter de nouveaux chirurgiens dentistes. Donc il y a une logique territoriale, une logique universitaire à la création de ces départements et de ces facultés. Marco, comment réagissent les CDF ? Est-ce que vous avez un avis sur ce phénomène de création ? Oui, effectivement, on a un avis. Alors, il y a autant de projets que de nouvelles antennes ou structures qui ont été créées, donc je pense qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Je pense qu'il y a eu un effort considérable de la part de certains élus locaux, parfois même des cadres de chez nous, pour mettre en œuvre les processus qui ont abouti à ces structures. Là où on est vigilant, c'est que même si l'on pense qu'il faut laisser du temps pour laisser de la chance au produit, on va dire, on sait qu'une fac, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il faudra du temps pour développer ces curricula, trouver les ressources nécessaires. Mais on reste vigilant à ne pas perdre presque 30 ans d'évolution de notre métier, d'universitarisation, pour retransformer la profession dans une sorte de CAP qu'on créerait comme ça de manière ad hoc pour combler des lacunes de planification démographique. On peut s'étonner parfois de la configuration de ces unités et le fait qu'avec 2 ou 3 enseignants titulaires, sur le long terme, ça va peut-être être juste dans les capacités qu'il faut pour former des chirurgiens dentistes selon les normes européennes qui sont définies actuellement.
Est-ce que dans certains endroits, on est sur du bricolage ou on peut être un peu plus confiant que ça ? Évidemment que les doyens, la conférence des doyens, les présidents d'université sont extrêmement vigilants à garantir les deux grandes vertus de l'université encore aujourd'hui en France, qui sont la liberté et l'égalité. Et il faut effectivement que les étudiants qui vont être inscrits dans ces facultés sur ces 5 départements-là aient les mêmes chances que les autres étudiants en France d'apprendre ce magnifique métier. Les doyens des facultés qui existent déjà participent à la création de ces facultés pleinement. Très clairement, sur la faculté que je dirige à Paris, nous envoyons des enseignants aider à la création de Rouen parce que nous sommes tous très vigilants, encore une fois, à conserver ces 2 entités socles de ce qu'est l'université française, liberté et égalité, qui sont éminemment importantes au-delà même de la technicité du métier qu'il faudra apprendre. Évidemment, aujourd'hui, il manque peut-être des éléments, tout n'est peut-être pas en place, mais nous avons beaucoup de garanties sur le fait que dans les prochaines années, ces facultés seront totalement opérationnelles. Un mot, Marco, oui. Oui, je pense qu'il y a eu un événement ça fait presque 10 ans maintenant, avec l'émergence d'une fac privée en France. Et c'est vrai que le fondamental de ce qu'on avait reproché à cette unité, c'était de ne pas avoir d'unité de recherche, parce qu'on estime qu'on a une formation universitaire et de recherche, et c'est quelque chose qui est vraiment indissociable. On ne veut pas retourner 50 ans en arrière avec des écoles, etc. C'est une nécessité absolue de préserver ce système, et je pense que la plupart de ces antennes prennent le chemin, effectivement, s'ils ne l'ont pas déjà, vers cette garantie, puisqu'on doit garantir la qualité des soins. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau français, mais on le voit aussi au niveau européen, et on doit s'assurer que chaque chirurgien dentiste formé sur le territoire de l'Union européenne possède les mêmes compétences et le même niveau de formation. Et je pense que c'est la moindre des choses que les patients attendent de nous. Finalement, la création de ces 5 antennes aux facultés, c'était une mise en bouche pour notre débat, mais ce qui nous intéresse, c'est l'état et le niveau des facultés dentaires aujourd'hui en France. En tant que doyen, comment vous jugez la situation ? Alors, c'est intéressant cette question parce qu'il faut toujours replacer dans le contexte politique, social, une formation, et notamment une formation universitaire comme celle des professions de santé. On est très attentif à la mutation de la société et à la réflexion du produit final. Surtout, c'est ça qui nous obsède. C'est quel chirurgien dentiste on veut voir émerger dans les 10 prochaines années, avec quel profil, pour quel type d'activité professionnelle. Il y a dans les facultés, dans les universités, des spécialistes de la pédagogie qui sont là pour apprendre à savoir faire. On s'est fixé aussi comme objectif le savoir-être et on réfléchit de plus en plus sur, encore une fois, quels professionnels de santé on veut voir émerger dans un contexte politique qui est particulier, mais aussi dans un contexte social et médical très particulier. C'est-à-dire que les patients de 2022 et de 2030 ne sont plus ceux de 2010 ou de 2000 et il faut qu'on s'y adapte. Si on parle en termes de moyens, bien évidemment qu'un doyen vous dira toujours qu'il n'a pas assez de moyens, qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il y a un numerus clausus qui est devenu un numerus apertus qui est toujours trop tendu et que nous n'y arriverons pas. Mais on va tourner en rond sur cette question-là et je pense que les vraies questions de fond, c'est véritablement quel professionnel de santé on veut former, quelle idée on a du produit fini. Et c'est là où on a besoin de travailler avec la profession pour voir comment est en train de muter cette profession et les professionnels qu'on va devoir former. Marco, on a à rougir par rapport aux autres pays sur la formation ? Ça dépend sur quel domaine. Je sais qu'on avait mené une étude avec l'Association européenne des étudiants, ça devait être en 2016 maintenant, où la France était dans la moyenne haute, par exemple, à la pratique clinique, c'est-à-dire les moyens finalement mis en œuvre pour enseigner les actes au sein des UFR. On a tendance à penser que certaines formations privées, même certains pays qui étaient vraiment très à la traîne à cette époque, du fait de moyens colossaux mis à leur disposition, puisqu'ils peuvent facturer des frais d'inscription à leur guise, sont en train de rattraper leur retard, voire ont même dépassé certaines UFR françaises. Ce qui n'est pas difficile à comprendre, puisque c'est vrai que c'est difficile de rentrer en compétition, parce que je pense qu'on est en compétition sur le marché européen, dans des programmes pédagogiques, dans des programmes de recherche, quand on a beaucoup moins de moyens qu'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Vianney. C'est une évidence qu'aujourd'hui, un étudiant en 2e année, quand il s'inscrit à la faculté, va payer 95 € de ce qu'on appelle le CEVEC, qui est une contribution à la vie étudiante, et puis 170 € quand il est en 2e et en 3e année. Et puis un peu plus tard, en 4e et en 5e année, il va payer 230 €. Donc, dans son cursus entier, on estime qu'un étudiant en chirurgie dentaire va débourser à peu près 2500 € de frais d'inscription. Les étudiants de santé sont les étudiants qui coûtent le plus cher à l'État français. On estime en moyenne qu'un étudiant en chirurgie dentaire coûte 15 000 € par an.
Donc l'État français a investi beaucoup d'argent et beaucoup de moyens finalement à former une profession qui sera très majoritairement libérale une fois qu'elle sera installée. Ce sont des choix. Et effectivement, lorsque vous voulez encadrer correctement des étudiants, eh bien, il faut payer des hospitalo-universitaires, il faut des salles de simulation. Aujourd'hui, se développent des simulateurs haptiques qui coûtent en moyenne entre 55 et 60 000 euros pièce. Quand vous avez, comme à Paris, 220 étudiants par promotion, eh bien, il faut effectivement que l'effort collectif français soit à cette hauteur-là. Et effectivement, le nerf de la guerre aujourd'hui, il est nécessairement financier. Les facultés dentaires privées se développent en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie. Vous vous situez en face d'elles ou pas du tout ? On a une grande chance, nous, dans notre profession, les chirurgiens dentistes, c'est que lorsque l'État français ouvre des places en deuxième année, et contrairement à d'autres professions de santé, je pense notamment aux sages-femmes, qui n'arrivent pas à remplir leur nombre de places offertes dans les formations, nous, en chirurgie dentaire, on fait 100% des places, voire même plus, puisqu'on a d'autres étudiants, des étudiants de passerelle, des étudiants européens qui rejoignent nos facultés. Donc on ne se sent pas en concurrence en termes d'entrée dans nos facultés, de nombre d'étudiants. On est en concurrence sur des projets de recherche, sur des projets de simulation, de pédagogie, mais qui sont plus dans le champ soit de la recherche, soit du pratico-pratique, de l'équipement de nos facultés. C'est stimulant alors d'avoir ce type de faculté dentaire en face de soi ? C'est stimulant parce que, effectivement, lorsque, pour des raisons politiques, encore une fois, d'autres pays ont pu ouvrir la porte à des facultés privées, ils ont nécessairement des moyens qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir pour toujours accompagner au mieux nos étudiants dans leur formation. Il y a cette stimulation-là d'aller chercher demain des financements privés pour pouvoir agrémenter nos facultés des meilleures techniques possibles de formation initiale. Pour le reste, nos enseignants sont aussi bons, nos méthodes sont les bonnes et les produits finis qui sortent de nos facultés, on n'en a vraiment pas à rougir. On forme de très bons chirurgiens dentistes en France. Marco ? Je pense qu'avant tout, il faut dire qu'on n'est pas dogmatique et qu'une situation en 2022 n'est peut-être pas la même que celle qu'il y avait en 2010, elle est encore moins la même qu'il y avait dans les années 80. Il faut aussi faire la distinction entre une fac publique avec des frais d'inscription élevés et une fac privée, parce qu'on peut avoir des facs publiques qui vont prendre 15 à 20 000 euros de frais d'inscription par an. Il y a vraiment une diversité d'acteurs au niveau européen qui fait que on peut avoir un mélange de tout. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est que la France soit rétrogradée dans des classements internationaux. Ce qu'on souhaite, c'est conserver cette excellence à la française. Et quand on entend de la part d'un doyen, 5 doyens, 10 doyens que la situation n'est plus tenable, on se doit aussi de réagir. On ne fait pas un appel à libéraliser les frais d'inscription par conviction politique, mais par contre, on dit voilà, il y a peut-être des solutions à trouver avec l'État, bien que malheureusement, on s'aperçoit qu'on tourne souvent en rond et qu'on a beau le dire, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a peut-être des choses à faire avec la profession, il y a peut-être des choses à faire avec les industriels aussi, afin d'accompagner cette formation initiale et qu'on soit sûr que nos UFR progressent au même titre que les nouvelles technologies, etc. Cela étant dit, si on ne le fait pas, on a aussi peur, la nature ayant horreur du vide, qu'un nouveau système de fac privée vienne s'installer et se permette de facturer 30, 40, 50 000 euros l'année, pourquoi pas, pour former des chirurgiens dentistes en piquant toutes les ressources humaines que les universités françaises possèdent dans les facs actuelles. Je ne sais pas si c'est une réalité pour Vianney, mais... Aujourd'hui, s'il y a une réalité, c'est vraiment celle de l'attractivité pour les carrières hospitalo-universitaires. Ça, c'est sûr que, comme en médecine, comme en pharmacie, comme d'autres professions de santé, on a parfois des difficultés à faire rentrer des professions médicales dans un système public qui est par définition contraignant, peut-être moins bien rémunéré, qui offre moins de plateaux techniques sophistiqués et que effectivement notre profession très particulière d'enseignants-chercheurs dans les facultés de chirurgie dentaire souffre aujourd'hui d'une attractivité un peu amoindrie, qui est plurifactorielle, qui ne pourrait pas se résoudre simplement à une question de salaire ou à une question de moyens. Une grande partie du travail des doyens actuels des 15 facultés de chirurgie dentaire en France est de réfléchir sur l'attractivité de ces carrières, qui sont celles que l'on voit aujourd'hui dans les médias, dans les hôpitaux publics, où on cherche des pédiatres, où on cherche des médecins, des sages-femmes pour travailler dans un service public qui, effectivement, a été mis à rude épreuve ces dernières années, c'est sûr. Pour maintenir la compétitivité des facultés dentaires françaises, est-ce qu'il n'y a pas d'autre issue que de réfléchir aux frais d'inscription aujourd'hui, ou quelles sont les autres pistes que vous avez en tête pour maintenir, on ne va pas parler de toutes les facs, mais votre fac en tête de peloton ?
Alors, les frais d'inscription, c'est un sujet éminemment politique et aujourd'hui, il n'est pas question d'y toucher, en tout cas en l'état actuel, donc on n'y compte même pas. Par contre, moi, je crois beaucoup à un retour à la subversion, c'est-à-dire qu'il faut trouver des idées originales, innovantes, dans ce contexte extrêmement protecteur de l'université française en termes d'égalité et de liberté. Et je pense que moi, la vraie menace sur l'arrivée de structures privées, c'est justement de perdre cette notion-là, encore une fois, qui est essentielle. Je vais vous faire une révélation personnelle. Moi, j'ai été boursier pendant toutes mes études de chirurgien-dentiste. Je n'aurais jamais pu être chirurgien-dentiste si la structure avait été privée. C'est l'État français qui m'a aidé pendant 5 ans pour être chirurgien-dentiste. On voit très bien dans les problèmes de démographie médicale que dans nos étudiants sont surreprésentés une classe socio-professionnelle bien particulière. Si aujourd'hui on veut repeupler certains territoires, eh bien, il faut aussi qu'on puisse accueillir les gens qui vivent dans ces territoires et qu'ils deviennent eux-mêmes chirurgiens-dentistes. Ça, c'est vraiment la fonction même de l'université. Avant même de parler de concurrence avec des facultés européennes dans d'autres pays, il y a vraiment à faire très attention à cet objet très précieux que l'on a d'une université libre et qui permet de pouvoir former tous les étudiants français. Et vous allez chercher d'autres financements aussi ? On peut diversifier nos financements, effectivement. Ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais par exemple, la formation continue est un moyen de financement très important. Les partenariats, les mécénats avec les industriels sont des questions importantes aussi, parce que l'université française a aussi vocation à s'ouvrir sur le monde industriel, sur l'innovation technologique, et là-dessus, on est très en pointe aussi en France. Marco, par rapport aux constats et aux solutions, les CDF ont-ils un peu réfléchi ou fait des propositions pour la faculté dentaire de demain ? Une des premières choses que l'on a fait quand on est arrivé il y a 4 ans avec la précédente équipe, c'était de créer un journal international où on offrait aux enseignants-chercheurs la possibilité d'avoir leurs articles français traduits en anglais et de passer dans un processus éditorial avec le professeur Benjamin Salmon, qui est d'ailleurs à l'Université de Paris, cité aussi, de manière à promouvoir les travaux de recherche et d'accentuer la possibilité de publication dans des journaux, ce qu'on appelle revues par les pairs, peer-reviewed en anglais. Des dialogues ont été noués avec certaines des UFR. On essaye d'apporter notre aide logistique sur tout ce qui est questionnaire, projet de recherche, contact avec les industriels, parce qu'on croit vraiment qu'on peut apporter des choses. Je pense qu'il y a des pistes qu'il faut travailler aussi au niveau, je ne sais pas, la taxe d'apprentissage, si c'est encore possible, avec par exemple des collectivités territoriales, avec des organismes d'État. Moi, je suis responsable d'un projet de santé publique qui s'appelle Expresso, qui vise à rémunérer différemment les chirurgiens-dentistes. On s'est un petit peu ému que les évaluateurs externes, et on travaille avec une société qui est très bien et qui a répondu à l'appel d'offres, mais on s'est un petit peu ému de l'absence d'université dans ces évaluations qui auraient pu tout à fait remplir ce rôle à notre sens. Donc voilà, on est vraiment très ouvert par rapport à l'université en général et à ces travaux de recherche qui sont essentiels pour que nos futurs chirurgiens-dentistes et les chirurgiens-dentistes actuels soient capables d'interpréter des publications et de se former tout au long de leur vie. Il y a une évolution qui est concrète aujourd'hui, c'est la réforme des études. Après la réforme du premier cycle des études médicales, celle du troisième cycle est en cours de discussion. Ces transformations répondent-elles pour vous aux besoins et aux enjeux actuels et puis sur l'évolution de la faculté ? Alors effectivement, nous sommes en cours de réflexion sur ce qu'on appelle la réforme du troisième cycle, qui est un vrai changement de paradigme pour notre profession. Aujourd'hui, vous avez 3 spécialités dans notre domaine, l'orthopédie dentofaciale, la chirurgie orale et la médecine bucco-dentaire. Et puis 80% des chirurgiens dentistes ne sont pas spécialistes, ils sont omnipraticiens et ils n'ont pas ce qu'on appelle un diplôme d'études spécialisées. La réforme du troisième cycle, pour répondre à l'évolution de la population française, est en train d'imaginer que l'on puisse augmenter un certain nombre de spécialités sur des besoins populationnels. On sait par exemple aujourd'hui, comme en médecine, que la pédiatrie manque de spécialistes d'odontologie pédiatrique. Et nous réfléchissons par exemple sur comment faire accéder une partie de nos étudiants à 3 ans de spécialité pour soigner l'enfant d'une façon générale, que ce soit l'enfant malade, l'enfant handicapé, l'enfant autiste, mais également prendre en charge beaucoup de ces enfants qui ont des problèmes comportementaux, par exemple. Donc cette réforme du troisième cycle est en cours. Elle est un petit peu longue à sortir parce qu'elle mobilise finalement tous les acteurs de cette profession, que ce soit les universitaires, évidemment la profession au travers de ses syndicats, le Conseil de l'ordre, et puis nos étudiants qui doivent aussi se retrouver dans ces maquettes
Nous espérons qu'elle puisse aboutir très, très prochainement avec, encore une fois, une réponse sociétale, populationnelle, pour être au plus près des évolutions de notre société. Marco, vous avez été consulté pour ce 3e cycle. Comment vous voyez arriver les propositions et puis par exemple l'approche populationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Alors ça nous convenait, après on sait que ça ne sera pas la solution à tout. Par exemple sur l'odontologie pédiatrique, il y a 800 000 gamins par tranche d'âge. Ce n'est pas 30 personnes formées en odontopédiatrie qui vont permettre de soigner 15 millions de personnes. Donc ça on le sait. Est-ce que ça peut répondre à des besoins spécifiques de handicap dans les hôpitaux avec une formation accélérée? Oui, ça c'est évident que c'est possible. Dans la réforme, il n'y avait pas en revanche de spécialité sur les populations âgées. Et alors, on s'est quand même posé la question de la cohérence globale de ce projet, sachant qu'on ne pense pas qu'on puisse construire la profession et spécialité comme un CHU. C'est-à-dire qu'on ne peut pas disciplinariser absolument tous les domaines. Donc on se prononce plutôt en faveur de ces spécialités populationnelles que sur de l'acte technique qui peuvent être perturbantes pour le parcours de soins du patient. Vianney Descroix, vous comprenez cette position? On comprend bien au travers de cet échange pourquoi cette réforme du 3e cycle, ça fait maintenant 6 ou 7 ans qu'on y réfléchit, parce qu'en fait, à chaque fois que l'on regarde avec l'œil de l'interlocuteur, effectivement, on pourrait avoir fait 12 réformes différentes avec 12 propositions différentes, celle des universitaires qui ont un regard particulier sur la population, celle de la population elle-même, celle des étudiants qui eux-mêmes parfois disent on ne se reconnaît plus dans ces études, et puis l'œil européen, c'est-à-dire que nous sommes un pays où finalement les étudiants vont faire aujourd'hui 5 ans d'études d'odontologie avec une première année qui n'est pas forcément des études de chirurgie dentaire. Donc on est dans la moyenne type du nombre d'études. Si demain vous dites pour être odontologiste pédiatrique, il faut faire 9 ans d'études, 10 ans d'études, peut-être qu'on va avoir moins d'attractivité sur ces professions-là, donc il faut qu'on y fasse attention. Marco l'a dit, je pense que si on regarde ça sous l'angle de la santé publique, on veut des chirurgiens dentistes à Nogent-le-Rotrou, dans le Perche, et on n'a peut-être pas besoin d'avoir un endodontiste ou un parodontiste dans ces zones blanches. Et déjà, si on réussit ce challenge-là d'avoir 44-45 000 chirurgiens dentistes omnipraticiens qui répondent aux besoins de la population, on sera très, très heureux. Je crois que c'est ça qu'il faut réfléchir surtout. Pour les former, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a besoin d'avoir des enseignants. Aujourd'hui, vous, doyen de Paris-Cité, vous trouvez les enseignants dont vous avez besoin ou vous êtes en difficulté pour renouveler ceux qui partent à la retraite et puis ceux qui partent ailleurs? Pour être enseignant-chercheur à l'université en France, il faut à peu près 10 ans d'études, c'est-à-dire 6 ans de chirurgien-dentiste. Pour certains spécialistes en chirurgie orale ou en orthopédie dentofaciale, c'est 9 ans, 10 ans d'études. Et puis après, il faut faire un doctorat de recherche, donc c'est au moins 3-4 ans. Il faut avoir été chef de clinique, maître de conférence. Donc on voit bien que pour former un enseignant-chercheur, ça ne s'improvise pas. Il faut être formé en pédagogie médicale, il faut avoir une thématique de recherche. Et donc on va être nommé professeur des universités à 40 ans, 42 ans. Effectivement, ça demande du temps, ça demande une vocation, ça demande véritablement de s'impliquer pleinement, d'être à temps plein dans cette activité. La démographie fait qu'effectivement, nous avons beaucoup de départs à la retraite pour une attractivité qui n'est pas aussi importante qu'on le souhaiterait. Pour autant, on voit bien que nous arrivons à retenir dans nos facultés des gens qui veulent s'investir pour le bien commun. C'est la passation d'un savoir-faire, mais c'est surtout un savoir-être et puis défendre les idées de la République française. Et il n'y a qu'à l'université qu'on peut faire ça aujourd'hui. Vous l'avez dit, enseignant-chercheur, du côté de la recherche en odontologie, vous l'estimez suffisante aujourd'hui en France. J'aimerais bien avoir votre regard et puis aussi celui de Marco, puisque vous êtes investi dans ce type d'approche. On est en France, les hospitalo-universitaires, très bien placés sur la recherche internationale dans différents domaines. Nos domaines d'excellence en odontologie, c'est la biologie. Et on pense par exemple aux travaux de laboratoires comme ceux de Catherine Chaussin à Paris sur le normal et le pathologique du développement de la dent, des malformations dentaires, des malformations faciales, mais aussi de toute la régénération de ces tissus qui sont l'avenir de nos techniques thérapeutiques. Comment on pourra remplacer des dents, comment on pourra régénérer des tissus. On a un vrai travail à faire sur le développement durable et c'est un travail véritablement important que doit porter la profession des chirurgiens dentistes, pas simplement les chercheurs. Tout ce qui est autour des biomatériaux est un enjeu essentiel. Tout le champ de la neuroscience, parce que véritablement le système trigéminal, c'est-à-dire ce tissu nerveux qui innerve la face et les dents, est un système extrêmement intéressant d'études. Et puis tout le champ de la santé publique.
On n'a pas à rougir, on rivalise très très bien au niveau européen. Et puis il y a un dernier champ que nous essayons de développer dans beaucoup de facultés, c'est celui de la recherche en pédagogie médicale. On a besoin d'avoir nos étudiants dans nos facs qui apprennent à faire des cavités, des extractions, qui apprennent à faire des anesthésies de façon virtuelle, simulée. Et ça, c'est un champ à la fois de recherche et d'investigation pour l'avenir qui est absolument essentiel. Marco, quel est votre regard ? Alors j'ai eu la chance de faire une thèse d'université en Angleterre, donc je peux un petit peu comparer les deux milieux. Je pense qu'une des barrières principales qu'il y a eu dans les 30 dernières années, c'était la barrière de la langue. C'est pas plus compliqué que ça. Le français moyen, qu'il soit dentiste ou pas, n'est pas le meilleur anglophone. Je ne surprendrai personne en disant ça. Et je pense que pendant une vingtaine, trentaine d'années, la France est un petit peu isolée dans son écosystème de publications internationales, non pas par défaut de compétences, mais par défaut d'accès à ce qui se faisait ailleurs. C'est en train de se corriger, je pense, massivement avec l'arrivée de nouvelles générations qui vont en congrès internationaux, qui lisent des papiers, qui publient, qui sont excellentes et qui arrivent sur ce terrain international avec beaucoup de choses à raconter. Donc ça, c'est éminemment positif. L'importance de la recherche, parce qu'on voit souvent la recherche comme fondamentale, quelqu'un dans un laboratoire. On ne peut pas être bon professionnel de santé sans avoir un minimum de notions de recherche. Il faut savoir interpréter la qualité d'un article scientifique, évaluer ce que c'est qu'une formation continue. Cet esprit critique est absolument essentiel pour exercer tous les jours et ça, c'est aussi en train d'évoluer et je pense que ça va dans le bon sens. On essaie de l'accompagner, comme je vous l'ai dit, à travers de publications. On essaie de traduire aussi des articles, par exemple de notre magazine qui existe en Angleterre, des revues systématiques pour les mettre aussitôt qu'elles sortent dans des journaux scientifiques, en les vulgarisant un petit peu, en donnant des concepts de recherche. Et ce travail-là, je pense, va permettre de remettre la France à la position qu'elle doit occuper dans ces classements internationaux. Et je pense que l'Université de Paris-Cité a fait une belle rentrée dans le classement, je ne crois pas me tromper, l'année dernière, Vianney. Effectivement, la fusion des universités nous a fait exister par la taille et la qualité de nos travaux et la faculté de chirurgie dentaire de l'Université Paris-Cité est aujourd'hui la première faculté dans le classement de Shanghai à la 47e position. Elle a encore un petit peu de marge. Merci beaucoup Vianney, merci Marco. Je conclurai en citant Pierre-Olivier Donat, président des CDF, dans l'édito du CDF Mag du 6 octobre dernier. La chirurgie dentaire est éminemment médicale, elle nécessite des enseignements et des enseignants à la pointe de la science et à la hauteur des enjeux de la santé orale dans notre pays. Donnons le moyen à nos facs de briller, pas de rafistoler. Je pense que vous serez tous les deux d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Au revoir. Merci. L'encadrement des centres de santé, la création des assistantes dentaires de niveau 2 agitent aussi la profession. Les CDF ont d'ailleurs été auditionnés à l'Assemblée nationale sur ces deux sujets majeurs. Bonjour Nathalie, vous êtes journaliste santé, vous écrivez régulièrement dans le CDF Mag. Vous allez nous parler de ces deux infos. Bonjour Renaud. Effectivement, agenda chargé pour la profession. Mieux encadrer les centres de santé. Une proposition de loi est actuellement discutée au Parlement pour éviter les dérives comme celles constatées dans le secteur dentaire. Nous vous en parlions dans l'épisode 1 de Panoramique. Alors que prévoit ce texte ? 1. Il interdit aux centres de dispenser des soins dentaires sans l'agrément préalable de l'Agence régionale de santé. 2. Il crée un répertoire national pour recenser les mesures de suspension et de fermeture prises à leur encontre. 3. Il prévoit la mise en place d'un comité médical ou dentaire dans chaque centre pour veiller à la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Les CDF souscrivent à ces propositions. Le 10 novembre, ils ont été auditionnés par les députés et ont rappelé 2 points noirs. Les centres associatifs s'installent dans et autour des grands centres urbains dans un objectif de rentabilité financière. Ils attirent un grand nombre de jeunes praticiens séduits par le salariat en début d'exercice. Les CDF proposent donc de permettre aux praticiens libéraux, mieux répartis sur le territoire national, de s'adjoindre autant de collaborateurs salariés ou libéraux que leur plateau technique peut en accueillir. Cette idée est soutenue par la majorité à l'Assemblée nationale. Autre actualité, la création des assistants dentaires de niveau 2. Depuis plus de 6 ans, les CDF, comme l'ensemble de la profession, soutiennent ce projet. Et ça y est, les choses bougent. C'est prévu dans la proposition de loi RIST, c'est comme ça qu'on la surnomme. Les CDF ont d'ailleurs été auditionnés le 8 novembre sur ce sujet. Leur mot d'ordre, ces futurs professionnels devront exercer sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien dentiste. Le texte est défendu par la majorité gouvernementale, il a toutes les chances d'être adopté. Merci Nathalie. Tous nos remerciements à ceux qui ont contribué à concevoir et produire ce deuxième numéro du podcast. Alain, Marco, Delphine, Nathalie, Nadia et bien entendu Roxane, notre réalisatrice. Merci encore à notre invité, le professeur Vianney Descroix. Merci au LCL, sans qui le podcast n'aurait pas vu le jour.
Enfin, merci de nous avoir écoutés et pour l'accueil que vous avez réservé à notre premier épisode sur les centres dentaires. À très bientôt pour un 3e épisode de Panoramique, le podcast des CDF.